extrêmement rapide de tous ces siècles, je vais tenter peut-être, maintenant que je peux éviter de vous parler de l'évolution du concept du bonheur, que je peux éviter de vous parler de la sortie de l'homme du jardin d'Éden, je vais peut-être simplement, moi, bien vous dire que chaque époque, finalement, a les méthodes de soins qu'elle mérite. Et que, d'une certaine façon, après ce que le professeur Gori nous a présenté, vous ne serez pas étonné de comprendre que ce que nous avons de plus efficace à entendre de façon extrêmement ironique, à proposer à l'individu de l'hypermodernité pour prendre en charge ou accompagner non pas sa souffrance psychique mais sa psyché. Et là, vous allez voir encore une fois que ce qui est évacué de la question du regard porté sur l'humain, c'est toute la question de sa possibilité, de son droit donné à être en souffrance. C'est ce qu'on appelle toutes les thérapies dites positivistes. Alors j'espère que vous n'êtes pas venu aujourd'hui dans l'espoir de trouver un petit mode d'emploi au bonheur, parce que vous allez repartir très déçus. Dans la mesure où, non seulement, bien entendu, nous n'avons aucun mode d'emploi à vous donner, nous qui sommes psychanalystes, mais qu'en plus, ce que j'aimerais tenter de vous faire entrevoir, c'est que, bien entendu, cette proposition et cette quête du bonheur n'est rien d'autre qu'une marchandisation extraordinaire de votre démarche à la rencontre de vous-même, mais qu'en plus, au-delà de vous proposer quoi que ce soit, c'est sans doute la garantie incontournable de votre malheur. Alors, je dis les choses de façon un peu trouble et rigolote, mais l'aliénation de l'individu à la quête du bonheur comme une norme absolue, comme un impératif, l'amène forcément au constat de l'absence de ce bonheur. Parce que vous aurez beau consommer, et vous serez dans cette illusion que le bien de consommation est en train de satisfaire votre désir. Cette satisfaction, évidemment, sera très relative, assez rapide. Elle doit être rapide pour vous amener à désirer autre chose et que, comme cela, vous soyez dans cette boucle frénétique qui satisfait l'économie de marché. Mais au-delà de cela, cette quête-là, avec comme point de mire la recherche du bonheur, va générer aujourd'hui une souffrance nouvelle et totalement inédite. À partir du moment où on a subtilisé toute liberté d'exister comme humain à l'humain, et on lui a subtilisé cette liberté avec d'autant plus de force et de violence qu'on lui a retiré tout droit à la négativité. Toutes ces exigences positivistes viennent évacuer tout droit légitime au deuil. Êtes-vous déjà arrivé au travail en tirant une tête de 100 pieds de long et en disant « Oh, je fais la gueule, j'ai perdu quelqu'un, c'est abominable, je suis très triste ». Ce serait inentendable. Vous avez comme devoir et comme mission d'afficher que vous êtes fort. Et aujourd'hui, être fort signifie répondre aux exigences normatives qui sont à peu près similaires à celles d'un clown. Vous voyez, vous avez un sourire, vous avez des joues bien roses, vous avez un regard bien rond, et comme ça, vous répondez aux exigences de ce qu'on attend de vous. Mais surtout, en garantissant le fonctionnement de la machine capitaliste à plein régime,
dans l'idée d'atteindre le bonheur, non seulement vous atteignez à coup sûr quelque chose du malheur, mais ce malheur-là ne vous est pas donné en droit. C'est cette boucle-là qui génère une souffrance inédite. La souffrance inédite liée à l'aliénation de l'hypermodernité, mais qui pour autant n'est pas repérée comme telle. Alors, pour revenir rapidement à la question de la psychologie positive, la psychologie positive, c'est comme ça que ça s'appelle, a été inventée, ça nous vient évidemment tout droit des États-Unis, par un monsieur qui s'appelle Martin Seligman, et qui a cette prétention d'analyser le fonctionnement optimal de l'humain en fonction de ses qualités et non pas de ses défauts. Entendez par défaut ce qu'a fait la psychanalyse et ce que fait la psychanalyse depuis 100 ans, c'est-à-dire non pas au regard de ce qui fait souffrance, mais au regard de ce qui fait jouissance. À partir de cela, des modèles extrêmement variés, mais qui ont la même racine, vont éclore pour vous apprendre et vous donner la norme, le code, la marche à suivre pour accéder au bonheur. Alors je regardais une des tendances les plus drôles de la psychologie positive, et selon moi ce qu'on appelle la rigolothérapie. Ne rigolez pas. C'est des gens qui partent du principe que, en vous apprenant à rigoler, vous serez donc heureux. Entendez simplement, ce n'est pas parce que vous êtes heureux que vous rigolez. Vous rigolez et donc vous serez heureux. Vous voyez dans cette simple expression à quel point on a coupé toute racine entendable du rapport de l'homme à lui-même. Qui pouvez-vous être si on vous apprend à rire et que du coup vous serez heureux? Comment pouvez-vous accéder à un ressenti quel qu'il soit, puisque de toute façon la question à l'hypermodernité n'est pas de sentir ou de ressentir, mais de montrer. Et on peut se demander dans quelle mesure est-ce que la reconnaissance par l'autre, nécessaire au bonheur préalable, n'a-t-elle pas été remplacée par la monstration du bonheur? Cette page Facebook qui doit être remise à jour en permanence et qui est là pour exhiber à quel point vous allez bien. Avez-vous déjà vu une page Facebook de quelqu'un qui fait la gueule et qui vous dit « c'est terrible, les fins de mois sont imbouclables, ma mère m'ennuie et mon gamin a encore fait des siennes ». Voilà, ça vous fait rire. Parce que finalement, toute la question du lien social, médiatisé par la technicité ambiante et par l'outil d'hypercommunication que propose Internet. Et en premier lieu, cette fameuse page Facebook, ce mur qui définit le moi virtuellement et qui est la première vitrine de celui que vous exhibez, de celui que vous montrez. Mais vous le montrez dans l'espoir d'être reconnu par les autres. Or, ce qui est montré, ça n'est rien d'autre que la mise en scène du bonheur tel qu'on l'entend. J'aimerais beaucoup un jour voir une page Facebook qui soit désastreuse, qui laisse place à quelque chose, non pas de positif, mais de négatif. Pourquoi? Parce que l'humain, au risque de vous décevoir, ne pourra jamais faire cette économie atroce qui est que nos jours sont comptés, que bientôt nous allons tous mourir, et que l'hypermodernité, pour pouvoir accomplir son destin macabre et sordide, a évacué toute la négativité possible dans le rapport à l'autre, dans le rapport à soi, et que la question même de la mort n'est plus présente dans nos sociétés hypermodernes. Plus rien ne vous permet de repérer la mort où qu'elle soit. Nous vivons et nous avançons comme si celle-ci n'existait pas. Il y a encore un temps pas très ancien où quand vous passiez dans des rues, eh bien un mort traversait le village et tous les villageois suivaient le cortège. Dans certaines cultures aujourd'hui, mais qui ne sont pas des cultures occidentales, on s'habille d'une couleur ou d'une autre pour marquer
cette période douloureuse et difficile qui essaye de l'être chère, disparue. Comment marque-t-on le deuil dans notre société occidentale? En l'évacuant le plus vite possible et le plus rapidement. Alors, pour vous montrer peut-être simplement, oui, je n'ai pas fini sur la rigolothérapie. La rigolothérapie, donc, cette thérapie qui a beaucoup de succès, je vous en parle parce que j'en ai entendu parler et que du coup j'ai été regarder sur Internet. Les chiffres sont effrayants. Les intéressés par la rigolothérapie sont très nombreux. Il s'agit de thérapie de groupe, où les uns font rigoler les autres et où un thérapeute commun, un coach, vient vous enseigner le bien-être. Alors, très rapidement, la première définition de la psychologie du bonheur, de la psychologie positive, c'était la théorie du bonheur authentique. On croit moi, mais quand même. La nouvelle définition de la psychologie positive n'est plus le bonheur authentique, mais la théorie du bien-être. Et là, vous voyez, c'est opéré un léger basculement qui fait que la pilule est sans doute un peu plus facile à avaler et qui correspond à tout ce que l'on voit éclore partout. Tout ce qu'on vient vous vendre, les salles de fitness pour accéder au bien-être, la façon de manger qui va pouvoir promouvoir un bien-être plus important parce qu'une digestion plus facile, etc., etc. Mais surtout, l'objectif premier de la psychologie positive, ce n'est pas mon interprétation, c'est leur proposition. Augmenter la satisfaction dans la vie. Tout est dit. Alors, le nouvel objectif, quand même, avec les années, ils se sont un peu améliorés. Augmenter l'épanouissement par l'augmentation de l'émotion positive, de l'engagement, du sens, des relations positives et de la réussite. C'est remarquable, parce que finalement, la psychologie positive, tout en évacuant toute négativité, or sans négativité, vous ne pouvez pas être humain, mais tout en évacuant toute possibilité de négativité en chacun, va quand même tenter dans son évolution, c'est-à-dire dans l'évolution de la thérapie positive, eh bien de réintroduire l'autre du lien. C'est-à-dire que le niveau le plus abouti de prise en charge et de suivi positiviste, c'est de vous permettre d'être positif avec vous-même, d'accéder au bien-être, d'évacuer tout ce qui, bien entendu, ne constitue pas le meilleur de vous-même, mais le pire, et de vous permettre par là même d'avoir un éventuel retour à un sens commun. Alors, je crois que, pour finir rapidement sur cette question-là, vous voyez, la psychologie positive et les thérapies positivistes ont toute l'époque qui les a vues naître. Et elles ont toutes des avatars de notre hypermodernité, tous sans exception. Et pour terminer, sans doute juste une toute petite vignette clinique sur ce qui rend impossible, par l'annihilation qui est proposée, une parole ou un retour authentique à soi. J'ai été contactée par un de mes analysants qui me faisait part de son hospitalisation dans une clinique chic d'une très proche banlieue parisienne. Alors ce pauvre analysant a été débordé par une bouffée d'angoisse un soir, qui a été une angoisse tellement prégnante et tellement envahissante après le décès d'un proche, qu'il s'est rendu aux urgences de l'hôpital le plus proche. Le psychiatre a jugé que l'état de ce monsieur était très inquiétant. Parce que c'est très inquiétant aujourd'hui d'avoir des bouffées d'angoisse, vous ne trouvez pas? C'est terrible. C'est ô combien atroce. Et surtout après le décès d'un être cher, parce que vous devriez être capable de positiver, enfin écoutez, tout le monde est capable de faire face à un deuil. Ce faisant, plus personne ne fait face au deuil, parce qu'il n'y a plus de procession de deuil. C'est-à-dire que nous sommes des espèces d'aliens, avec cette souffrance totalement nouvelle, qui fait que finalement nous avons affaire à des individus qui n'ont plus jamais
traversé un processus de deuil, mais qui ont fait comme si le deuil n'existait pas. Alors, pour revenir à ce monsieur, bon, il est donc hospitalisé, et une fois hospitalisé, il demande au psychiatre chef de la clinique qui s'occupait de lui de bien vouloir l'autoriser à se rendre à ses rendez-vous réguliers chez sa psy. Et ce monsieur lui répond, enfin, vous avez plein de psy ici. Vous avez un groupe de parole tous les matins, vous avez des médiations, et puis ensuite vous me voyez. Il n'est pas nécessaire que vous voyiez quelqu'un d'autre. Et puis surtout, c'était quand même ça qui était le plus ennuyeux, en vous laissant sortir, moi je prends un risque. Parce qu'ils avaient décrété que ce monsieur était suicidaire. Il était suicidaire à partir du simple moment où il disait qu'il en avait ras-le-bol, que la vie était trop dure, et que franchement ce serait plus simple de mourir. Ça fait pas de lui un suicidaire. Bon. Il n'empêche que, après avoir longtemps combattu, ce pauvre monsieur qui souffre d'une forme de timidité aiguë et qui se retrouve pris dans le flot des 20% actuels, alors que préalablement il aurait sans doute fait partie du petit nombre de gens pour qui le lien à l'autre est difficile, compliqué. Alors ce pauvre monsieur qui rougit quand il s'exprime a quand même réussi à obtenir qu'il vienne voir sa psy habituelle. Oh, une fois par semaine, ça n'est quand même pas multiplier les risques. Au-delà du fait qu'il ait pu venir, alors évidemment c'est passé par un entretien téléphonique avec ce charmant monsieur qui m'expliquait que s'il se jetait sous les rails du métro, c'est de sa responsabilité à lui et pas de la mienne. Alors vous voyez, ce monsieur était très ennuyé, non pas à l'idée que ce monsieur passe sous les rails du métro, entendons-nous, il était très ennuyé que sa responsabilité soit engagée et que les chiffres qu'il notait soient du coup un peu mauvais. Moi j'étais ennuyée à l'idée que mon patient passe sous les rails du métro parce que j'étais ennuyée pour lui. Et vous voyez, pour revenir à cette question, je vais finir après sur ma petite vignette clinique, mais la question de la place de la psychanalyse aujourd'hui est sans doute celle du dernier bastion d'un lien humain possible, d'une mise en relation, d'une possibilité de continuer à s'interroger sur ce qui construit l'éthique du travail que l'on exerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la prise en charge et dans l'accompagnement de l'autre, toutes les thérapies ont, excusez-moi de l'expression, mais ont la malle foutue aux aigus de l'époque qui les a vus naître. Or, ce qu'on espère, c'est pouvoir être une main tendue de l'autre côté de la rivière, qui puisse à la fois dire on a le droit d'aller pas bien, et on va vous écouter pour essayer de comprendre ensemble ce qu'il en est, ensemble, ce qu'il en est. Autant dire que c'est plein de questions auxquelles personne n'a de réponse. Alors pour revenir, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce pauvre monsieur arrive enfin, sans évidemment s'être jeté sous les rails du métro, qu'il a d'ailleurs même pas pris, parce qu'il s'est jeté dans un taxi. Mais pas. Il fallait absolument parler du métro pour des heures. Bon. Et alors, au-delà du fait qu'il ait pu raconter tout ce que je vous raconte aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est que très rapidement, il a compris qu'il ne pouvait pas parler. Il est arrivé en retard un matin au petit déjeuner, et arrivé en retard, tout le monde lui tombe dessus, lui demande pourquoi il est en retard, et il dit « j'ai pas dormi de la nuit ». 2 heures après, il s'est retrouvé avec une prescription médicamenteuse encore plus longue. Parce que vous comprenez, on n'a pas le droit de ne pas dormir la nuit. Mais oui. Entendez bien, si on ne donne pas de réponse immédiate à ce qui est considéré comme un symptôme, et si tout aujourd'hui n'est pas qualifié de symptôme, alors, outre le fait qu'évidemment on ne pourra pas déployer une batterie moléculaire, un aéropage de molécules pour venir le plus possible camisoler votre cerveau de façon à ce que vous puissiez continuer à être des bons soldats, opérationnel et performant, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est tout le regard qui est porté sur la question de ce qui devient pathologique ou de ce qui est normal. Aujourd'hui, ne pas dormir une nuit,
est un signe, est un symptôme psychopathologique suffisamment sévère pour que même si vous êtes hospitalisé dans un lieu qui est censé accueillir des personnes en souffrance, on trouve quand même que dans ce monde-là, ça n'est pas normal de ne pas dormir la nuit. Alors, bon, ce monsieur disait très bien, je leur dis plus rien, parce que chaque fois que je dis quelque chose ne va pas, mon ordonnance s'allonge, je suis devenue un zombie. Et puis surtout, je ne peux pas dire que je ne vais pas bien, parce que plus je dis que je ne vais pas bien, et plus ils entendent que je suis en danger. Et plus ils comprennent qu'il faut me garder longtemps. Et comme j'ai envie de sortir, parce que j'étais un peu par-dessus la tête de leurs histoires, eh bien je leur dis que je vais bien. Voilà. Voilà une petite vignette clinique qui vous montre comment le système de prise en charge de la maladie ou de la souffrance psychique aujourd'hui génère tout l'inverse de ce qu'il était censé proposer. Et génère de surcroît une souffrance inédite qui lui est immédiatement liée et dont elle est issue. Alors pour finir, peut-être simplement, Apollinaire, de temps en temps, il est bon d'arrêter notre quête du bonheur et d'être simplement heureux. Voilà, merci. En fait, c'est un sujet tabou, j'ai l'impression, c'est ça. Oui, c'est un sujet tabou, ce côté de montrer cette souffrance. Parce qu'en fin de compte, on va bien, mais on ne veut pas montrer. En fin de compte, c'est quelque chose qui était normal auparavant, n'est plus, à mon avis, n'est plus du tout normal à cette époque-là, qui est caché. Donc c'est juste. On a l'impression que tout est un peu, voilà, tout est, c'est une vitrine, c'est beau, tout va bien, mais voilà, faut. L'homme hyperbonète est un homme de surface d'abord et avant tout. Et finalement, à la surface, on vous propose d'y rester et de ne surtout pas aller ailleurs. Vous risqueriez de gagner en liberté si vous plongez dans les profondeurs d'une façon ou d'une autre. La négativité, pour reprendre l'opposé de ces thérapies nouvelles qui fleurissent tous les jours, la négativité, c'est ce que vous appelez le non-droit à aller pas bien. Évidemment, on n'a plus le droit à aller pas bien, parce que ce qui se doit d'être affiché aujourd'hui, c'est ce qui répond à la norme absolue de la quête du bien-être. Vous êtes défaillant au sens où on dénie à l'humain dans sa nature même le droit à une alternance entre des moments plus ou moins heureux. Vous voyez, c'est cette polarité qu'on a évacuée. La polarité, c'est cette possibilité d'osciller simplement du plus au moins et de faire que la vie ce soit tranquillement une navigation entre ce plus et ce moins. L'hypermodernité cherche à ranger tout ce qui est de l'ordre du moins, du négatif, de la souffrance, du mal-être, des insomnies, etc., etc. Donc vous avez raison, monsieur. La question aujourd'hui est celle de la superficialité et en surface, celle d'afficher du positif. Et si vous n'allez pas bien, d'aller rapidement vous ressourcer en bien-être aux thérapies positivistes. Et comme ça, la boucle est bouclée. Vous avez cité les droits de l'homme. Le droit au bonheur est un droit inaliénable. Et je pense que cette phrase, c'est le début de l'aliénation. Ouais. Après, sur le sel de la vie, vous avez utilisé l'expression le sel de la vie qui me semble intéressante. C'est l'instinct de vie, l'instinct de vie de mort aussi. Et dedans, il y a une composante biologique et une composante, je dirais qu'il y a une composante biologique tout simplement. Et sur le mot capitalisme, vous avez utilisé le mot capitalisme. Là, je dirais plutôt société, quelles que soient les sociétés, elles créent une normalisation. À part toutes les religions, il y a la consommation, il y a le pouvoir et l'argent. Voilà, l'argent sous une autre forme. En ce qui concerne le droit au bonheur comme droit inaliénable, il est placé comme tel dans les déclarations que j'ai citées.
Le problème, effectivement, c'est que c'est, pourrait-on dire, presque le moment où les choses, effectivement, vous avez raison, se cassent. Puisque, du coup, n'est-ce pas, la légitimité d'un gouvernement procède de la capacité qui est la sienne d'installer des conditions de bonheur des peuples. Et, si vous voulez, l'idée de droit inaliénable suppose, par exemple, dans la Déclaration d'indépendance américaine ou dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, suppose que si le gouvernement n'est pas à même d'installer les conditions de bonheur du peuple, il peut être destitué, parce qu'il n'est plus légitime. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, vous voyez rapidement comment se dégrade la notion de bonheur, c'est-à-dire que ça ne peut pas être la capacité d'un pouvoir d'installer des conditions de participation aux décisions politiques. Théoriquement, c'est ça. C'est ça que ça veut dire le bonheur public, le bonheur commun. Ça va être la promesse qu'on va vivre mieux demain. Et aujourd'hui, face à la difficulté de tenir cette promesse, qui est intenable, on le sait parfaitement, en particulier dans le monde occidental, elle est absolument intenable. Elle est intenable, n'est-ce pas? Puisque, comme nous le savons, du point de vue des crises économiques, du point de vue des crises sociales, des crises politiques, il sera de plus en plus difficile de promettre demain que ça ira mieux pour nos enfants. Il y a eu, il y a quelque temps, n'est-ce pas, le rapport du médiateur de la République, Jean-Claude Delevoye, qui avait montré que plus de 72% des Français pensaient que l'avenir de leurs enfants sera moins bon que le leur. Vous voyez le renversement par rapport, n'est-ce pas, à l'esprit de Philadelphie après la Deuxième Guerre mondiale, d'une promesse de plus grande justice, de plus grande sécurité, de plus grand bonheur économique et autres. Alors face aujourd'hui, face à cette crise d'une parole politique dont la rhétorique était « faites ce qu'on vous dit et demain ça ira mieux ». C'était ça l'idée. Hein. Face à cette crise-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez en gros, on va développer, mais bon, je le fais dans le bouquin, vous avez en gros une dégradation du concept de bonheur qui n'est même plus, on est passé du bonheur politique, public, commun, au bonheur privé. Le bonheur privé ne prend toujours pas être assuré, puisque la prolétarisation des classes moyennes, c'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Eh bien, du coup, qu'est-ce qu'on leur promet? On promet la sécurité. C'est que la sécurité est le masque hideux aujourd'hui d'une promesse de bonheur qui ne peut être tenue. Donc, en gros, puisqu'on ne peut pas vous promettre, n'est-ce pas, d'être plus riche demain, on vous promet au moins de vous défendre contre les plus pauvres d'entre vous qui pourraient convoiter vos biens. Et vous voyez, et là, on a franchi un pas supplémentaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une lueur d'espoir? Est-ce qu'il y a des issues de ce secours? Je sais que vous n'aimez pas les modes d'emploi, parce que vous avez commencé par nous dire que même pas évidemment de mode d'emploi comme bonheur, c'était l'inverse qu'on allait apprendre aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une possibilité est-ce qu'il y a quelque chose dans ce moment qui se dessine qui pourrait aller à contre-courant, qui pourrait finalement nous laisser imaginer que la chose puisse être renversée? Je ne suis pas prophète et je ne suis pas gourou, mais je pense que il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, vous en doutez, c'est Jaurès. Quand Jaurès parle de l'humanité, qu'est-ce qu'il dit? L'humanité, ce n'est pas une espèce de transcendance qui flotte au-dessus de nous. L'humanité, ce n'est pas chaque individu. L'humanité, dit-il, c'est la parcelle d'humanité qui est en chacun de nous, qui nous fait refuser la fatalité biologique et la fatalité économique. Et que si vous voulez, en gros, l'humanité ne peut exister que si nous refusons, n'est-ce pas, une logique de destin dictée par l'économie ou la biologie. Ça veut dire gagner, mais ça veut dire qu'en gros, si aujourd'hui on arrive à s'extraire d'un logiciel qui malheureusement nous persécute depuis quelques décennies, c'est pour ça que j'ai parlé de manuel de civilisation à propos des néolibéraux, n'est-ce pas? Si on arrive à s'extraire d'un logiciel qui est celui des chiffres de l'économie, chiffres, si vous voulez, des industries, chiffres, etc. Parce que c'est le gouvernement par les nombres, le gouvernement par les chiffres. Enfin, on vous dit de regarder le compteur, n'est-ce pas, et de ne plus regarder la route. C'est comme ça qu'on va dans le décor, on a les accidents, bien évidemment. Bon. Eh bien,
Si on arrive à s'extraire de cette logique-là, ça veut dire qu'on va restaurer la possibilité d'un débat politique qui suppose la parole. Donc, très vite, très simple, mais tout dépend de la capacité qui sera la nôtre de restituer à la parole politique toute la place qui est la sienne pour construire une démocratie qui n'est jamais un État constitué, mais un État toujours en cours de constitution. Et l'erreur politique majeure, c'est de constituer que la démocratie se réduit à l'ensemble des institutions ou à l'ensemble des lois et des règles. La démocratie, elle doit être un gouvernement par la discussion, par le débat. Vous avez eu aujourd'hui des gifles majeurs au niveau de la politique. C'est à partir du moment où les souverainetés populaires qui se sont exprimées par la voie d'une parole élective, électorale, n'est-ce pas, que ce soit n'est-ce pas, 2005, que ce soit aujourd'hui le gouvernement grec, etc., on leur dit revoyez votre copie, ça ne va pas, vous n'avez rien compris, il faut recommencer. Ça, c'est, si vous voulez, une façon de faire prévaloir les décisions, je dirais, économiques, n'est-ce pas, sur le champ du politique, et ça, c'est aller sûrement dans l'impasse. Le champ du politique ne peut se revaloriser, n'est-ce pas, qu'à condition de redonner à la parole politique sa consistance. Et redonner à la parole politique sa consistance, c'est justement respecter ce droit inaliénable des peuples au bonheur, mais au bonheur public, c'est-à-dire la possibilité de décider par eux-mêmes. Or, on voit bien comment aujourd'hui, n'est-ce pas, les différentes institutions, financières, commerciales, industrielles et autres, ont mis sous tutelle la capacité politique d'un peuple à se gouverner. Et ça, si vous relisez Bourdieu 1995, vous voyez, ça a 20 ans, il montre bien, il parle des abus de pouvoir, qui se prévalent de la raison économique. Il en parle. Et il dit à ce moment-là, il anticipe sur ce qui nous est arrivé récemment, n'est-ce pas? Il dit en gros, ce faux universel de l'impérialisme, dit-il, n'est-ce pas, de la rationalité économique, va produire justement la réaction terroriste, va produire, n'est-ce pas, des levées irrationnelles, et en gros, ça va ensemble. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer d'entendre. Donc, il faut une troisième voie. La troisième voie face à l'impérialisme d'une rationalité purement économique, d'une tyrannie des chiffres et des normes, ou bien face à une tyrannie, une dictature, si vous voulez, religieuse, irrationnelle, etc. La troisième voie, c'est celle d'une restitution de la possibilité de gouverner par le débat. Et c'est ça qui est important. Bien sûr que la démocratie a été inventée, comme vous le savez, entre le 6e et le 5e siècle, quand Jésus-Christ à Athènes, mais la démocratie, elle a inventé dans bien d'autres pays, dans bien d'autres régions du monde. Qu'est-ce qu'il y avait? Elle a été en Afrique et ailleurs. Elle est un gouvernement par la discussion. Elle est un gouvernement par la discussion. Et par la discussion, ça suppose que ce qui se trouve, n'est-ce pas, constituer le résultat de la discussion puisse être effectivement respecté. Aujourd'hui, ce qui a été très très grave, comme ça a été très grave, n'est-ce pas, en 39-40, comme vous le savez, la dissociation en France entre la légalité et la légitimité, la légalité était à Vichy, mais la légitimité était à l'autre. Donc vous savez, de la même façon, aujourd'hui, quelque chose d'aussi grave se produit, une espèce de fracture, si vous voulez, entre les décisions de l'État, des gouvernants, et la parole politique des peuples. Donc, ma réponse est simple, il faut redonner cette parole, justement, au peuple, et, encore une fois, lui donner la possibilité de décision. Et je reprendrai la dernière phrase de vos interventions, qui citait, je crois, Apollinaire, qui disait si, au lieu de chercher, de continuer cette quête du bonheur, on essayait simplement d'être heureux. Ça paraît encore un oxymore, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que quand on cherche, quand on est dans la quête du bonheur, on veut avoir le bonheur. On veut l'avoir. Or, quand on est simplement heureux, on est heureux. C'est toute la différence entre être effrayé et avoir peur, entre avoir besoin et désirer. Il y a une invasion dans notre langue qui est montrée par Erich Fromm dans l'ouvrage remarquable que je vous invite
invite à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait, qui s'appelle Être ou avoir, un choix essentiel pour l'avenir de la civilisation. Parce que vous l'avez très bien dit en reprenant Marx, le problème qu'a le travailleur aujourd'hui, c'est qu'il est salarié, il va produire quelque chose, au lieu de le créer, entendons bien, produire, un produit et une création sensiblement différents, et donc il va produire, et en produisant, on va lui prendre en plus ce produit pour qu'il soit vendu, donc c'est sa valeur marchande qui va exister, et non pas la qualité de la réalisation dans laquelle le travailleur ou l'être humain, plus simplement, va s'objectiver, se réaliser. Il y a des techniques qui existent pour pouvoir ressentir vraiment ce qu'on ressent vraiment. On en entend parler. La méditation, la respiration, le yoga pranayama, la maîtrise du souffle. Tout ça sont des choses qui existent. Je vais m'arrêter. Oui, je vais m'arrêter. Simplement pour citer Freud, quand même, on ne peut pas partir sans citer. Par le gros, je vais m'excuser. Voilà, je voulais juste dire ces choses qui sont importantes. En 1929, La lettre de la civilisation, Freud nous dit « Tout l'ordre de l'univers s'y oppose. On serait tenté de dire qu'il n'est point d'entrée dans le plan de la création que l'homme soit heureux. Rassurez-vous, monsieur, si vous n'avez pas été très heureux jusqu'à présent, il semblerait que ce soit de toute façon pas dans le plan de la création. » Une chose que j'aime, c'est mon bonheur qui est très polysémique. Vous l'utilisez dans la science politique, mais en fait, bon, ça peut être la satisfaction, le bien-être, la béatitude, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment deux choses assez pareilles. Il y a le démonisme et il y a le démonisme. Le démonisme, c'est la quête des Grecs, des stoïciens, le souverain bien. Spinoza, c'est la béatitude, etc. Qui est en fait une réalisation libre et une subjectivation intense, et qui me semble tout à fait favorable. Et ensuite, il y a l'hédonisme, qui est un projet, qui a un objectif, et qui est quand même beaucoup plus rabattu comme niveau. Quoi. Et donc, le mot bonheur, je trouve qu'il faut faire attention à son sens polysémique, parce que les deux sont deux ordres totalement diamétralement opposés. L'un, c'est du désir, l'autre, c'est du projet. L'un, c'est de la subjectivation, l'autre, c'est de l'objectivation. Deuxième chose, par rapport à la standardisation des pratiques, qui envahit tous les domaines de notre activité professionnelle, je trouve qu'elle est tenue, effectivement elle fonctionne sur les normes, les indicateurs, l'EDM, le DSM, etc. Mais elle est tenue par le néolibéralisme, mais elle est tenue par le néolibéralisme, mais elle est tenue aussi par la gestion du risque. En fait, la gestion du risque est un moteur très puissant de ce système-là, sécuritaire. Et je finis sur la définition de l'angoisse, parce que vous êtes aussi. Il me semble, quand on est dans le projet, l'objectivation, la sursaturation du désir par les flux numériques, marchands, etc., le risque, c'est la dépression. En fait, on a un épuisement pulsionnel, et notre époque nous dit j'ai lu plus, lu beaucoup, il y a un déchaînement pulsionnel qui épuise. Et donc, il me semble que le risque est la dépression. En revanche, par rapport au risque, je pense à Nietzsche, qui disait que la vérité, c'est le risque. En fait, ce qui manque dans notre époque, c'est le risque et l'angoisse. C'est-à-dire, c'est la rencontre qui crée de l'angoisse, pour laquelle il faut du courage, et qui demande du risque, de l'aventure, et de ne pas tout standardiser. Et il me semble que le bonheur, c'est en fait aller à la rencontre d'un événement, mais d'assumer l'angoisse et le courage qui va avec. Il me semble que notre société a trop de dépression et de sursaturation de désir, et pas assez d'angoisse et de rencontre. Et que finalement, la sortie de la caverne, pour répondre à la question, la sortie de la caverne des indicateurs, du chiffre, de la rationalité, c'est la subjectivation, c'est le risque, c'est l'angoisse et c'est l'événement. Alors, vous avez raison, sur les deux points qui sont à la fois des réponses à des questions, comme souvent, chacun nous exerçons par une question qui contient déjà bien sûr sa réponse. Sur le premier point, il est évident que le terme de bonheur est un terme qui a plusieurs sens, et effectivement chacun de ces sens est symptomatique peut-être de l'époque effectivement qui traite à sa manière cette question du bonheur. Je pense que c'est quand même très fortement lié au rapport que nous avons avec le temps. Dans bonheur, il s'agit quand même de bonheur, c'est-à-dire effectivement de la capacité de cueillir, je dirais, cueillir les instants, cueillir les moments et leur rapport à l'histoire. Il est évident qu'aujourd'hui, je cite le philosophe Lyotard, dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut d'incorriger, d'en faire perdre.
Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une société dont les dispositifs incitent à ne pas perdre de temps, ce qui veut dire ne pas penser. Donc, on rejoint la question tout à l'heure des robots, etc. La seule manière, n'est-ce pas, de gagner, d'avoir du succès dans notre civilisation, c'est de fonctionner comme une machine sans réflexion. Ce qui conduit aux monstruosités, puisque, n'est-ce pas, la technique, je vais terminer sur ce point, la technique ne requiert absolument aucune pensée morale, n'est-ce pas, aucune réflexion intellectuelle. La technique, elle ne fait qu'exiger son application. Et quand vous prenez les grands génocides, les grands meurtres de masse, n'est-ce pas, quand vous prenez les grandes destructions déshumanisantes n'est-ce pas, des êtres collectifs et singuliers, que vous disent les tueurs de masse? Ils vous disent qu'ils ont fonctionné, ils ont fait leur boulot, ils ont fait leur programme, ils ont fait ce qu'ils avaient dit, c'est que la victime perd ses caractéristiques concrètes et singulières, n'est-ce pas? Elle n'est plus regardée dans les yeux, pour dire autrement. Elle n'est plus regardée comme un être humain. Donc, je crois que ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous dites sur les données spéciales, aujourd'hui, c'est ce problème, justement, de la technique qui, en soi, n'est pas mauvaise, n'est-ce pas, mais qui, du coup, conduit à une dépendance qui nous prive de la capacité de penser moralement et intellectuellement. Et si vous voulez, moi ce que j'essaie de montrer notamment dans ce bouquin, c'est qu'on est de moins en moins dans l'angoisse sociale, c'est-à-dire ce que Freud appelle le sentiment de culpabilité, l'angoisse sociale, et on est de plus en plus dépendant de la technique. C'est un peu comme si nous avions remplacé la culpabilité d'un rapport à l'autre qui contient à la fois de l'amour et de la haine. C'est évident, n'est-ce pas? Et comme si nous avions remplacé cette angoisse sociale par quelque chose qui est la dépendance aux objets et au système technique, à condition d'entendre par technique non seulement ce qui est matériel, mais aussi ce qui est procédure, ce qui est mode d'emploi, qui sont des techniques immatérielles mais bien réelles qui prescrivent une manière de se comporter. Et je crois qu'effectivement, vous avez raison, on est dans une société où paradoxalement on fait l'éloge du risque. La pensée entrepreneuriale, c'est une pensée du risque. On fait l'éloge du risque et en même temps on met en place des systèmes de normalisation, de contrôle et de surveillance au nom de la protection des risques pour dire aux gens comment ils peuvent se comporter. On est dans ce que le sociologue Ulrich Beck parle de la société du risque. C'est une société où on est moins dans la distribution des richesses, de moins en moins de toute façon, mais dans la répartition des risques. Et vous voyez bien d'ailleurs comment les différents échecs écologiques et autres reposent, n'est-ce pas, sur cette question de comment est-ce qu'on va distribuer les risques, comment on va s'en protéger. Et c'est ce au nom de quoi, justement, on transforme, c'est un peu ce que j'essaie de montrer, on transforme, si vous voulez, le bonheur en sécurité. Puisqu'on n'est plus dans une société de la richesse, mais dans une société du risque, on n'est plus une société qui promet le bonheur, on est dans une société qui promet la sécurité pour, dans les deux cas, soumettre les individus, n'est-ce pas, à des normes et à des conceptions. Ce qui m'intéresserait d'entendre de votre part, c'est est-ce que le concept de spiritualité laïque peut avoir une pertinence dans le processus de subjectivation dans lequel chacun peut être aujourd'hui, comme monsieur disait, qui peut être aujourd'hui une ouverture. Merci. Le professeur Maury a cité Lyotard. Depuis Lipovetsky et Lyotard, on sait à quel point les cieux sont vides. Ce qui a marqué cette entrée dans l'ère hypermoderne, c'est d'avoir pris acte que finalement les cieux étaient vides. Mais ce faisant, nous avons quitté une croyance, une foi commune, et nous avons proposé à l'individu de se rétrécir sur lui-même. C'est ce qu'on a appelé l'atomisation du sujet. Alors, aujourd'hui, on est en quête, si j'ose dire, de restaurer les cieux sans mettre personne à l'intérieur. Et votre projet de spiritualité laïque, elle est très exactement là. C'est-à-dire revenir à une croyance commune et collective dont nous avons de toute évidence besoin, dans un esprit de fédération et de mouvement collectif, de quelque chose qui fasse fonctionner le lien social, mais en même temps, on ne veut aucun être dans ces cieux-là. Du coup, on a inventé cette chose tout à fait remarquable de spiritualité laïque. Je voudrais simplement qu'on entende que,
on est aujourd'hui, alors peut-être, madame, que ça répondra aussi à votre question, vous qui demandiez s'il y avait un espoir. À la fois, il y a un espoir et en même temps, c'est une vraie inquiétude. Parce que si nous sommes à ce point dans un besoin, à nouveau de remplir les cieux de quelque chose, tout en sachant que nous les avons vidés de façon assez récente, et c'est aussi la porte ouverte, sans doute, aux dérives les plus inquiétantes. Voilà, évidemment, j'ai pas d'idée sur la question de faut-il ou ne faut-il pas être spirituel laïque. Simplement, l'idée d'être spirituel laïque répond très exactement à ce qui fait défaut à cet atome hypermoderne. Je veux bien dire un mot, parce que j'ai un peu la même position que Camus. Camus dit « Je ne crois pas en Dieu, mais je ne suis pas athée ». Ça peut paraître un paradoxe. On retrouve cette même posture, si vous voulez, chez Jaurès. Jaurès, socialiste, marxiste, etc., en même temps est pris par une véritable passion pour les valeurs humanistes, au point qu'il en fait un discours d'enchantement. Il faut lire les discours de Jaurès, qui sont d'une beauté extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a une espèce de souffle, comme chez Michelet, etc., un souffle de passion. Donc, moi je vous dirais, je ne sais pas ce que vous entendez par spiritualité laïque, je ne sais pas d'ailleurs s'il n'y a pas travaillé cette question de la laïcité qui est devenue une espèce de mélasse dans laquelle nous nous embourrons aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut voir ce qu'est la laïcité dans ses origines, qui est du côté de la liberté de penser et non pas une espèce là aussi d'assemblée de copropriétaires des valeurs religieuses, qui est complètement, encore une fois, absurde. Donc, on peut d'ailleurs toujours s'inquiéter quand un État se mêle justement de religion, même au nom de la laïcité, risque du coup d'être corrompu par le discours religieux, et c'est un autre problème. Je crois que, si vous voulez, il y a un désenchantement du monde, pour parler comme un Clérin, que Myriam a évoqué, il y a un désenchantement du monde, une désacralisation du monde qui conduit au 19e au capitalisme. Enfin, différentes formes de capitalisme, c'est la bataille. En tout cas, ce que Max Weber appelle le rationalisme économique. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire vite, pour faire simple, pour être très précis, si vous travaillez la terre, ou si vous travaillez, n'est-ce pas, si vous travaillez un objet d'une manière technique, sans investissement spirituel de cet objet ou de la terre, vous êtes forcément conduit du côté de la robotisation. Je pense à une phrase de Simon Bnon, philosophe des machines que j'aime bien, qui dit que ça n'est pas la production à la chaîne qui a produit la standardisation, mais la pensée standardisée qui a produit le travail à la chaîne. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que le risque majeur d'un désenchantement du monde, d'une désacralisation du monde, c'est d'élever une nouvelle forme de religion, celle du marché. Par exemple, logique, c'est qu'aujourd'hui, la société bourgeoise n'a plus besoin de la famille, de la nation, de l'autorité, de la traduction, de la morale, etc. Aujourd'hui, la société de consommation, elle n'a pas besoin d'autre chose que d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est sa propre religion. La religion du marché. Donc, si vous voulez, ceci pour vous dire que je ne crois pas qu'on ait à faire la promotion d'une spiritualité laïque ou inciter les uns et les autres, n'est-ce pas, aux croyances. Tout le monde a un besoin de croire. On a besoin de croire. Regardez simplement quand vous tombez malade. Vous tombez malade. Et vous ne dites pas, en gros, c'est le dysfonctionnement neurocognitif qui a produit. Vous ne dites pas, n'est-ce pas, c'est le dysfonctionnement hépatique. Non, pas du tout. Vous dites pourquoi ça m'arrive à moi maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'on appelait, imaginez des velours, le roman de la maladie. C'est-à-dire, en gros, le besoin de tout malade de donner un sens au surgissement d'une souffrance. Parce que, comme disait Nietzsche, tout à l'heure, comme disait Nietzsche, il n'y a rien de plus terrible
que l'absence de sens de la souffrance. C'est redoubler la souffrance que le non-sens de la souffrance. Donc on a bien besoin, d'une certaine manière, n'est-ce pas, de produire du sens. Alors produire du sens, c'est toujours être à la limite, n'est-ce pas, du besoin de croire et à la limite, bien évidemment, de différentes formes de religion. Je suis pour dire que quand on est en gros devenu athée, quand on a désenchanté, désacralisé le monde, ça ne veut pas dire pour autant, n'est-ce pas, qu'on a perdu tout ancrage religieux, puisque ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on a désenchanté le monde, désacralisé le monde, on a, à notre insu, produit quelque chose qui s'appelle la religion du marché avec Pasolini, ou qui s'appellera avec Ernest Renan en 1840, la religion de la science. Et le scientisme, qui est l'obscurantisme de la science, c'est un problème. Vous voyez ? Et donc, à notre insu, on voit bien comment on produit des croyances. Et la capacité, justement, qui est apportée par une philosophie comme la philosophie de Nietzsche, c'est le nihilisme vaincu par lui-même. Parce que le nihilisme à l'état pur, il conduit à quoi? Le nihilisme à l'état pur, il conduit au nazisme, au fascisme ou au terrorisme aujourd'hui. Ou au terrorisme aujourd'hui. C'est évident. C'est-à-dire que si vous voulez, le nihilisme doit être, dit Nietzsche, vaincu par lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que cette négativité dont vous parliez, il faut que cette négativité, en quelque sorte, elle soit prise elle-même, n'est-ce pas, dans la possibilité d'être négativée. Sinon, on débouche sur l'orage.